Les prévisions météorologiques, ensoleillées avec des passages nuageux à Montréal et dans les Laurentides, maximum de moins 12 à moins 5. Au centre-ville, il fait moins 7. Il est maintenant midi 15. Le midi 15 avec Michel Lacombe. L'incident Jean Chrétien vu par 3 personnes. Le choix d'un nouveau leader au Bloc québécois et les hausses de tarifs d'Hydro-Québec. Bonjour. Au lieu de se lancer dans de grandes analyses des événements d'hier, on vous propose de refaire le film des événements avec une journaliste qui l'a vu de près, avec le porte-parole officiel de la GRC sur les mesures de sécurité autour du premier ministre et un ancien adjoint de M. Trudeau sur les habitudes de promenade des premiers ministres en compagnie de la GRC dans la foule. Et on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Le choix d'un nouveau leader au Bloc québécois. On a essayé ici d'organiser un débat entre M. Gauthier et Mme Lalonde, les deux candidats. M. Gauthier a refusé. Alors, on vous propose une entrevue avec le chef intérimaire du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, sur la modalité du choix d'un nouveau chef au Bloc québécois. Voilà, M. Gilles Duceppe. Et puis, on aura avec nous le vice-président à la commercialisation d'Hydro-Québec, pour nous expliquer un peu la logique d'Hydro-Québec dans ses demandes de hausse de tarifs, de tarification de certains services et de tarification exceptionnelle aux îles de la Madeleine. L'objectif étant clairement de décourager les Madelinots, au contraire des autres Hydro-Québécois, d'utiliser le chauffage électrique. Voilà. Alors, par la suite, vous choisirez. On est vendredi. J'imagine que si on vous suggérez un de ces 3 sujets-là, il y en a beaucoup d'auditeurs parmi vous qui seraient frustrés. Alors, faites votre choix. 790-0772. De l'extérieur de Montréal, 0514-790-0772. Alors d'abord, comment s'est produit exactement l'événement au cours duquel M. Chrétien a pris à la gorge un manifestant qui était dans la foule devant lui et au cours duquel il a également empoigné un mégaphone que portait un autre manifestant. Alors, description des événements par ma collègue journaliste à Ottawa, Manon Globinski. Oui, Manon, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement, là, mais quand même qu'on voit un peu la scène comme vous l'avez vu, vous? Bien, ce qu'il faut raconter, je pense, Michel, c'est que c'était pas une foule hostile à prime abord. Monsieur Chrétien, donc, il y allait pour la cérémonie officielle de l'anniversaire du drapeau. Et c'est quand il a commencé à parler que le groupe de manifestants qui se tenait assez loin de la tribune s'est mis à crier et à scander des slogans pour enterrer littéralement tant son discours que celui de Chilocos. Alors, quand M. Chrétien descend dans la foule, autant lui que la GRC savent très bien quelle sorte de foule est là. Or, la GRC continue à décrire la foule comme non hostile. La foule est non hostile puisque les gens qui attendent le premier ministre en bas de la tribune, ce sont surtout des enfants des écoles des environs qui veulent lui serrer la main, lui faire signer des autographes. Mais les manifestants sont toujours là. Ils s'approchent donc de Jean Chrétien qui se promène parmi les enfants. Et M. Chrétien, donc, comme il le fait souvent dans ces bains de foule-là, est entouré par à peu près une demi-douzaine d'agents de la GRC, mais il y a un accès là, assez facile à lui, enfin, devant lui. Et c'est au fil de son chemin dans cette foule-là qu'il va se retrouver devant Bill Clenett. C'est un accès normal ou alors Bill Clenett passe les cordons? Bill Clenett n'a pas à passer les cordons puisqu'il y a devant le premier ministre une zone d'accès que concède la GRC dans cette situation-là de bain de foule. Ça arrive assez souvent. Moi, j'ai vu le premier ministre pendant la fête du Canada, le 1er juillet, se promener le long de la rue Wellington, ici à Ottawa, serrer des mains. La GRC est derrière lui, mais devant lui, il y a personne. Ah bon? Et c'est normal, c'est habituel, c'est courant?
Ben, la GRC dit que, en fait, le premier ministre est libre, c'est lui qui décide, hein, mais eux sont là pour assurer la protection du mieux qu'ils le peuvent, mais que Jean Chrétien, c'est lui le maître, c'est lui qui décide, et s'il veut serrer des mains, c'est sûr que c'est un peu difficile s'il y a 3 agents de la GRC devant lui. Est-ce que vous avez vu Bill Clanett, vous, s'approcher de M. Chrétien? C'est difficile de dire s'il s'est approché ou s'il s'est retrouvé là, finalement, dans le mouvement de la foule, puisqu'il y a beaucoup de monde, les agents de la GRC qui sont derrière Jean Chrétien le forcent à avancer d'une certaine façon. Et je pense que c'était beaucoup une question de hasard, Michel, qui se retrouve là devant le premier ministre. Mais chose certaine, M. Clenette admet qu'il a continué à scander donc Chrétien au chômage au moment où il s'est retrouvé devant le premier ministre. Oui, d'accord. Comment se retrouve-t-il à terre? Avez-vous vu ça? Une fois que Jean Chrétien le pousse vers un de ses gardes du corps qui est derrière lui, le garde du corps a cloué M. Clenette au sol. C'est pas une procédure qu'on n'a jamais vue. Hein. Prenez les services secrets américains, je pense qu'on a déjà vu lors d'attentats à la vie du président Reagan et des choses comme ça. Est-ce que vous avez entendu les gens autour du premier ministre blâmer la GRC? Autour du premier ministre? Non. L'entourage du premier ministre n'a pas blâmé la GRC depuis hier. Non. Ce matin, c'est sûr que la question de la sécurité, elle est très présente, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est le premier ministre lui-même qui a empoigné Bill Clenett, alors que Bill Clenett ne posait aucun geste. C'est Jean Chrétien qui, juste un peu plus tard aussi, lève la main contre un porte-voix d'un des manifestants. Hein? Oui. Alors, je pense qu'il faut faire la nuance. C'est sûr qu'on pourrait se retourner vers la GRC et faire porter l'enquête, en fait, sur l'aptitude de la GRC à bien établir la sécurité. Il reste quand même que le premier ministre a posé un geste. Mais là, il n'y en aura pas d'enquête. Non. Merci, Manon Globensky. Au revoir. Voilà ma collègue Manon Globensky à Ottawa. Quelques mots maintenant avec un observateur de l'extérieur, un ancien attaché de presse de M. Trudeau, qui est maintenant consultant en relations publiques, M. Pat Gossage. Pat Gossage, bonjour. Bonjour, ça va, Michel? Ça va bien. Alors, écoutez, vous avez vu ça à la télé comme tout le monde, j'imagine. Vous n'étiez pas présent. Non, j'étais pas présent, mais non, je l'ai vu plusieurs fois. Oui. Et vous en avez vu beaucoup des randonnées de politiciens dans la foule avec M. Trudeau, entre autres. Oui, Trudeau faisait beaucoup de bains de foule, comme on dit, et puis là, ce qui m'a beaucoup étonné dans la vidéo que j'ai vue, c'était qu'il n'y avait personne devant lui. Moi, j'étais presque toujours devant lui quand il procédait dans une foule comme ça pour précisément éviter le type de bousculade que le Premier ministre a souffert. Mais il faut quand même qu'il y ait un espace pour pouvoir serrer la main aux gens, c'est ça qu'il veut. Oui, mais l'espace est entre le type qui ouvre la foule et Chrétien. Alors là, l'espace, quand la foule presse beaucoup, l'espace est assez serré. Quand la foule est bien amicale, d'après ce que j'ai vu, c'était pas une foule très amicale. C'était une foule qui voulait le confronter. Alors vous blâmez carrément la GRC là-dedans, vous? Oui. D'après ce que j'ai vu, là, je dirais que je sais pas quelles sont les relations entre le GRC et Chrétien, mais... Ça n'a pas l'air très bon. Mais Trudeau acceptait très bien qu'il soit entouré à une distance, mais à une distance efficace d'agents. Alors, merci beaucoup, M. Gossage. OK, à la prochaine, merci. Merci. Bye. Voilà, Pat Gossage, consultant en relations publiques à Ottawa, ancien attaché de presse de M. Trudeau. Alors, au bureau du premier ministre, au gouvernement, d'ailleurs, au bureau de Mme Copps aussi ce matin, pas de commentaires. L'incident est clos, nous dit-on, mais la GRC parle beaucoup. Le porte-parole de la GRC, le sergent André Guertin. Monsieur Guertin, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Monsieur Guertin, quelle sorte de dispositif de sécurité il y avait en place autour du premier ministre hier pour faire le trajet là, de la tribune vers... Il s'en allait à sa voiture? Il s'en allait vers sa voiture, effectivement. Bon. Après avoir terminé son allocution, le premier ministre s'est avancé vers la foule. Là. Donc, c'était un trajet qui était prévu, ça, là. C'est pas un trajet imprévu. Ben, écoutez, comme il en est à l'habitude lors des déplacements du premier ministre, la GRC fait une analyse complète là, des mesures de sécurité requises pour couvrir un événement quelconque. Oui. Dans le cas qui
qui nous préoccupe aujourd'hui. Ouais. C'est évident que la GRC est au courant que les démonstrateurs seraient présents au parc Charles-Cartier. Donc, en prévision de cela, nous avons mis en place certaines mesures de sécurité additionnelles. Ah, mais le trajet qu'a suivi M. Chrétien de la tribune jusqu'à son auto, Oui. c'était un trajet prévu, ça. Il sait pas, parce qu'on a dit, il y a des gens qui ont dit, il est rentré dans la foule, c'était pas prévu, la GRC a été pris au dépourvu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ben, on n'a pas été pris au dépourvu, monsieur, mais le fait demeure que monsieur Chrétien peut prendre le chemin qu'il veut pour se rendre du podium à sa voiture. C'est évident que en allant, ce faisant, il est allé vers la foule, il voulait serrer la main aux enfants, aux jeunes qui étaient sur place. La foule était compris. Il y avait plusieurs étudiants dans la foule. Vous avez dit des enfants hier. Dans Des enfants, oui, de jeunes enfants, effectivement, oui, qui étaient là pour la fête du drapeau canadien. Qui étaient là en majorité? Qui étaient là en majorité, oui, effectivement. Bon. Et les manifestants étaient mêlés à cette foule-là ou comment ça se passait? Oui, ben je crois que on peut bien l'apercevoir avec les clips vidéo qu'on a vus aux différents médias d'information hier. Mais oui, finalement, les démonstrateurs étaient aussi présents un petit peu à l'arrière. Puis lorsque monsieur le premier ministre s'est dirigé vers sa voiture, il y avait beaucoup de commotion, il y avait beaucoup de gens aux alentours, et dont des démonstrateurs. Est-ce que c'est exact que M. Chrétien a eu des contacts physiques avec 3 manifestants au moins? Je crois que c'est 2, la réponse exacte. 2? Je crois, oui. Notre analyse nous a démontré 2, en tout cas. Bill Clannett et puis un monsieur Ménard avec un porte-voix qui dirige... Porte-voix, oui. Son nom, je ne le connaissais pas, là. Bon. Normalement, quand le premier ministre se déplace comme ça dans une foule, le cordon de sécurité autour de lui fait qu'il n'est pas en contact physique avec les gens, non? Ben écoutez, on traverse une foule. Moi, ce que je veux vous dire, je pense qu'il y a un petit peu d'enfance qui est mise ce matin sur les gardes du corps comme tel. Les gardes du corps... On essaie de comprendre pourquoi quelqu'un est capable de se rendre jusqu'à toucher le premier ministre. C'est que le premier ministre s'est rendu vers eux, monsieur. N'est-ce pas? Alors, on se doit de respecter ça, nous, dans un certain sens. Le premier ministre doit avoir accès, si vous voulez, les Canadiens, comme tels, doivent avoir un accès contrôlé, si vous voulez, mais un accès raisonnable quand même à leur premier ministre. Bon. Est-ce que votre entente avec le cabinet du premier ministre là-dessus est très claire? On a l'impression que quelquefois, quand la GRC et le cabinet du premier ministre, les codes ne sont pas très clairs. Ben écoutez, nous, tout ce que je peux vous dire, c'est vous parler du mandat que nous avons de protéger le premier ministre. Et dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, comme hier, tout ce que je peux vous dire, c'est que selon la GRC, les mesures de sécurité requises étaient en place au parc Charles-Cartier hier. Oui. Mais c'est un incident qui... autrement dit, vous me dites quoi? Vous me dites que c'est un incident inévitable, qui aurait dû être évité, qui aurait pu être évité. Comment vous le classifiez? Je voudrais pas utiliser aucune des classifications que vous me proposez, là. Comme je vous disais, on a fait une revue hier complète là, de nos opérations en ce qui a trait à la protection qui a été donnée au premier ministre hier après-midi ou hier midi. Et puis on a révisé les bandes de vidéo magnétique avec attention. Nous avons interviewé les membres qui œuvraient à la protection du premier ministre dans son entourage très immédiat. Oui. Et puis on en a conclu que les membres de la GRC s'étaient comportés en accord avec toutes les politiques relatives à la sécurité du premier ministre. Alors, pour autant que la GRC est concernée, l'affaire est classée ce matin. Autrement dit, vos agents qui sont à proximité du premier ministre, quand le premier ministre a la première esquisse de contact physique avec Bill Clannett, les agents peuvent toujours penser que c'est un autre des manifestants à qui il va serrer la main, tout simplement. Voilà, vous n'avez pas de raison de penser qu'il y a un geste agressif. C'est ça. Autrement dit, on n'avait pas de raison de croire que... Alors, vous n'aviez pas calculé cette foule-là comme hostile, même en tenant compte des manifestants qui étaient dedans.
C'est ça. Est-ce que vous auriez dû calculer qu'il y avait des gens hostiles au premier ministre, là? Pourquoi? Et c'est évident qu'il y avait des gens qui... il y avait une démonstration. C'est permis au Canada, ça, monsieur. Et puis, si des gens voulaient relayer, si vous voulez, quoi que ce soit au premier ministre, verbalement, ils ont le droit de le faire au Canada. Alors, on ne peut pas les en empêcher. Vous comprenez ça aussi? Oui. Oui, sauf que les messages sont toujours un peu confus après un événement comme celui-là. On essaie de clarifier. Je vous remercie de votre clarté, d'ailleurs, là-dedans. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que la GRC a offert à Bill Clannett de porter plainte? Je n'ai aucune information directe à ce sujet-là, monsieur. D'ailleurs, ça relèverait de la sûreté municipale de Hull à ce niveau-là. Est-ce que l'événement vous suggère de revoir vos façons de procéder avec M. Chrétien? Non, absolument pas. Comme je vous disais tantôt, en ce qui concerne la GRC, en ce qui concerne la GRC, l'affaire est classée. Merci beaucoup, M. Guertin. Merci, au revoir. Merci. Voilà, M. Sergent André Guertin, porte-parole de la GRC. Voilà là-dessus. Bloc québécois maintenant, choix d'un nouveau chef, d'un nouveau leader. On a essayé de vous organiser cette semaine une rencontre entre Michel Gauthier et Francine Lalonde, les deux candidats. M. Gauthier a refusé de participer à ça. Mme Lalonde, elle était prête. Alors, on s'est trouvé un peu embêté ici. On ne savait pas trop comment couvrir ça, comment réagir. Alors, ce qu'on vous propose, c'est une entrevue avec le chef intérimaire, M. Gilles Duceppe. Gilles Duceppe, bonjour. Bonjour. Gilles Duceppe, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec cette histoire-là de choisir le chef avec 157 personnes après une petite campagne avec beaucoup de débats à huis clos? Écoutez, ce qui se passe, c'est que les statuts du Bloc sont tels qu'on les connaît actuellement. L'an passé, au Congrès, on avait pensé, bien sûr, à modifier ces statuts suite à la maladie tragique qui avait affecté Lucien Bouchard. Cependant, rappelons-nous qu'à ce moment-là se posait toute la question du virage. Et c'est ça qui a occupé le débat. Il fallait faire un choix. On a fait le choix qui nous semblait politiquement le plus important de faire à ce moment-là. Et je pense que c'était juste. Maintenant, en politique, souvent, il se produit des choses qu'on ne peut nécessairement pas toujours prévoir. Donc, départ de M. Bouchard. Et les statuts sont là. On ne pouvait choisir un autre mode d'élection que celui prévu au statut. Je pense, là, de façon assez réaliste, que lors du congrès d'avril 97, on devra revoir les statuts. Ça veut dire qu'il y a un côté... Il y a un parti permanent, là, mais se donner une méthode qui est plus conventionnelle, disons, mais on n'avait pas le choix. Et tous les candidats, d'ailleurs, ont accepté que ce soit ces statuts-là. Ça veut dire que c'est un petit peu le chef qui va être choisi demain va être un petit peu un chef temporaire. En fait, c'est ou le parti est temporaire ou vous avez un chef temporaire en attendant d'avoir une vraie méthode pour choisir un chef pour un parti permanent, non? Non, moi je pense que le parti sera toujours temporaire. C'est pas parce qu'on se donnerait des statuts plus conventionnels que le parti deviendrait un parti permanent. C'est être à contre-nature. Le Bloc n'est pas là pour rester éternellement à Ottawa. On a notre première raison d'être, c'est la réalisation de la souveraineté. Donc, dès lors que l'on mentionne ça, c'est évident qu'on ne peut pas être là de façon permanente, ce qui n'empêche pas de réétudier la question des statuts. Quant au chef, c'est un chef qui est choisi et qui va assumer la direction du Bloc. Et c'est pas un chef temporaire. Mais moi, vous savez, le Bloc a toujours été dans des situations pas faciles, à contre-courant. Je me souviens, lors de mon élection en 90, les gens disaient, bon, c'est passager, c'est un mouvement d'humeur suite à Meach. On a vu ce qui s'est passé. Rendu à Charlottetown, on nous traitait à Charlottetown parce qu'on était les seuls à s'y opposer contre tous les partis politiques qu'il y avait au Canada, à peu près, de lobotomiser le long des rideaux. C'est l'utilisation qui était employée, ça, à Ottawa. Et pourtant, on a eu raison. Et tout de suite après, on nous a dit, bon, mais maintenant que
charlatan enterré, le Bloc n'a plus sa raison d'être. Qui va voter pour un parti qui ne peut pas prendre le pouvoir? On a des résultats. Donc, il y a toujours... Alors, ça se peut que vous soyez pas mal plus permanent que vous pensez. On a relevé tous les défis. Ça se peut que vous soyez pas mal plus permanent que vous pensez, monsieur Duceppe. Ben, c'est-à-dire, tant que la souveraineté n'est pas acquise, on est là. Et moi, je pense que c'est... Alors, je vous pose une autre question, monsieur Duceppe, comme démocrate. Êtes-vous tout à fait à l'aise avec cette campagne qui s'est déroulée beaucoup avec des débats, au moins la moitié des débats à huis clos? Ben, moi, je n'ai pas participé à la campagne. Je ne me suis pas présenté. Les candidats ont choisi cette forme de campagne. Or, et je pense qu'ils ont mené une campagne... chacune dans ses règles, décidées par leur équipe respective en accord avec le comité qui dirigeait... C'est pour ça que je vous demande si vous êtes à l'aise comme démocrate avec ça. Pardon? C'est pour ça que je vous demande si vous, comme démocrate, vous êtes à l'aise avec ça. En vertu des statuts qu'on a, c'était difficile de faire autrement. Ben oui, mais en vertu des statuts qu'on a. Allez-vous jusqu'à dire, comme votre collègue Suzanne Tremblay, que en quoi ça regarde la population, c'est nous autres qu'on choisit un chef? Moi, absolument pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense que les gens qui assument la direction des associations de comté sont des gens responsables qui sont sur le terrain, qui militent depuis longtemps, qui ont participé à toutes les activités du Bloc et qui vont assumer leurs tâches avec le plus grand sérieux, une grande détermination, puis qu'encore une fois, contre toute prédiction, contre toute prévision, même comme les Anglais disent souvent, les odds sont contre nous, on a toujours relevé ces défis parce qu'on correspond véritablement à ce que les Québécois veulent comme représentation à Ottawa, puis on va le prouver. Oui, alors voilà, on verra comment votre prochain chef fera sa performance, quoi. Merci. 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 Au revoir. Voilà, M. Gilles Duceppe, le chef intérimaire du Bloc québécois. Hydro-Québec, hausse de tarifs. Hydro-Québec demande des hausses de tarifs de 4,7 dans le secteur résidentiel, propose de faire payer beaucoup plus cher l'électricité aux îles de la Madeleine et veut en plus imposer des tarifications de services qui étaient auparavant obtenus gratuitement. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Le gouvernement n'a pas l'air très content. La commission parlementaire qui étudie les tarifs a été repoussée d'une semaine. Alors, pour le moment, on va essayer de comprendre la logique d'Hydro-Québec avec son vice-président exécutif à la commercialisation, M. Michel Grignon. M. Grignon, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. M. Grignon, pourquoi 4,7 Pourquoi 4,7 La hausse moyenne qu'Hydro-Québec demande d'approuver, c'est 2,2 Mais le 2,2 c'est 4,7 au secteur résidentiel. Autrement dit, pour les contribuables. Oh, c'est pas des contribuables. J'espère que c'est des clients qui mais je sais pas. Oui, mais je veux dire, c'est le même contribuable qui est sollicité tout le temps, là, alors qu'il reçoit cette espèce d'augmentation d'impôts sous forme d'augmentation de taxes, de tarifs d'hydro. C'est ça. Et la réponse à votre question, pourquoi 4,7 pour le secteur résidentiel, c'est parce qu'on est Hydro-Québec est de moins en moins une entreprise monopolistique et de plus en plus en concurrence. Et dans les tarifs qui s'appliquent à nos entreprises, c'est pour la deuxième année, on gèle le tarif pour les PME parce qu'on est en concurrence avec le gaz naturel. Ouais. Et que c'est pas à l'avantage de nos clients, même nos clients résidentiels, si on laisse aller une part de marché au gaz naturel parce que ça nous prend des revenus pour satisfaire à nos obligations, notamment le service de notre dette qui est de 38 milliards. Autrement dit, il faut que les domiciles, les résidences payent pour vous permettre de garder un marché commercial. Il ne faut pas qu'ils payent pour ça, il faut qu'ils payent pour ce qu'on lui livre. Jusqu'ici, ça avait été possible. Et c'était pas le choix d'Hydro-Québec, c'était plus le choix de celui qui approuve nos tarifs, qui est le gouvernement, de garder les tarifs résidentiels qui font pas le frais, le plus bas possible. Et c'était possible parce qu'on a pu jusqu'ici augmenter les tarifs dans les marchés d'affaires. Mais là, il faut se rendre compte qu'on est en concurrence avec le gaz naturel d'une part au Québec et que nos clients, grandes entreprises industrielles, sont en concurrence avec d'autres aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et partout aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs, les prix de l'électricité pour les clients industriels baissent. Parce qu'il y a une ouverture des marchés,
On est en train, c'est d'ailleurs un objectif de la politique américaine de faire baisser les tarifs. Et il faut absolument maintenir la compétitivité de notre prix d'électricité. Là, vous me parlez de quoi, là? Commercial et industriel confondus? Oui, je vous parle du commercial où on est surtout en concurrence avec le gaz et à l'industriel où on est surtout en concurrence avec le reste du monde, dont des entreprises américaines et pour lesquelles les tarifs d'électricité baissent. Cette augmentation-là, M. Grignon, vous permettrait de verser quoi comme dividende au gouvernement? Zéro. Il n'y a pas eu de dividende de versé au gouvernement depuis 1989. Cette augmentation-là de 4,7 elle représente en moyenne pour notre client moyen 45 piastres. Ça varie par année, ça varie entre 25 et 75 là, selon l'ampleur du logement que vous habitez. Et c'est possible, et c'est pas une taxe, c'est un tarif pour un bien qui a une grande valeur. C'est l'avantage comparatif de votre chauffage électrique pour l'espace et l'eau est au-delà de 30 par rapport au gaz naturel. Oh là, ça dépend de quelle façon on fait le calcul, M. Grignon, je ne sais pas comment vous le faites, mais l'expérience personnelle des gens ne correspond pas à ça très souvent. Là. Je sais que vos chiffres correspondent à ça, mais l'expérience personnelle des individus, des fois, c'est autre chose. Ah, mais peut-être n'avez-vous pas réalisé qu'un chauffage à plainte électrique vous a déjà économisé à chaque année qui passe le remboursement en intérêt et en capital de 5 000 piastres d'hypothèque. Ça coûte 5 000 piastres de moins un système à plainte électrique que n'importe quel système central au mazout ou au gaz naturel. Ça, c'est un avantage. 5 000 piastres de moins, comment, par année? 5 000 piastres de moins au moment où on l'installe. Ça représente un amortissement de 5 à 700 piastres par année que vous économisez. Vous voyez comment il faut faire les calculs de façon sophistiquée pour arriver à mais là, les gens que c'est moins cher. Il faut tenir compte des réalités. Quand c'est meilleur, quand c'est moins cher, il faut en tenir compte. Écoutez, la facture d'un client résidentiel à Montréal, c'est 61 inférieure à ce qu'elle est à Toronto. Encore là, vous faites la comparaison sur la base de quoi? De quel secteur? De quel secteur à Toronto, de quelle sorte de maison? On consomme tant de kilowattheures ici, tant de kilowattheures là-bas. C'est facile à calculer, c'est les mêmes tarifs. On calcule les tarifs, puis on les applique au nombre de kilowattheures consommés. Et on est à toute fin pratique, on a les tarifs les plus avantageux en Amérique du Nord. Et ensuite, vous voulez en plus imposer des frais d'installation, un peu comme Bell Téléphone a commencé à le faire. Ça, c'est une autre augmentation de tarifs. Et puis, le bout du sommet du bout, c'est aux Îles-de-la-Madeleine où vous voulez monter les tarifs de façon invraisemblable, alors que Hydro-Québec a été inventé justement pour que l'électricité soit juste pour tout le monde au Québec. Je vais répondre à ces deux questions-là. D'abord, pour la facturation de certains services, c'est le principe de l'utilisateur-payeur. Et le but, justement, c'est de faire payer à certaines catégories de clients, notamment les niveaux clients qui nous amènent à ouvrir leur dossier, à aller les brancher. C'était l'ensemble des clients qui payaient pour ça. Pour garder le tarif de base le plus bas possible, on va faire payer à ceux qui en bénéficient de ces services-là un tarif qui couvre à peu près les coûts, comme le font d'ailleurs à peu près toutes les compagnies d'utilité publique. Ça, c'est pour la partie service. Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est une situation très spéciale. L'ensemble, les Îles-de-la-Madeleine et les autres réseaux isolés sont des endroits où on fournit l'électricité à partir de centrales au diesel. Or, pour le chauffage électrique, c'est 2 fois plus efficace. Je comprends ce que vous me dites. De mettre le mazout dans la fournaise dans la maison que de le mettre dans une centrale au diesel. Ah, OK. Vous voulez qu'aux Îles-de-la-Madeleine, on abandonne le chauffage électrique? Tout à fait. Ah, OK, d'accord. Et on garantit aux gens qui n'auront pas globalement, leur facture totale ne sera pas plus élevée que s'ils étaient chauffés à l'électricité à Montréal. D'autant qui acceptent d'être chauffés au mazout, puisque de toute façon, parce que le déficit actuellement des réseaux isolés est de 66 millions par année. C'est l'ensemble des clients. Oui, quand René Lévesque a inventé Hydro-Québec, c'était supposé être pour que tout le monde paye le même prix partout, même si ça coûtait plus cher à certains endroits à fabriquer l'électricité et la distribuer. C'est ce qu'on va garantir. On va garantir aux gens qu'en autant qu'ils acceptent de choisir la source d'énergie la moins chère pour la société, dans le cas, c'est le mazout. Bon. Dernière question, M. Grignon, parce que le temps file. Dernière question. Vous m'avez dit pas de dividendes depuis 89. On me dit, moi, là, que cette année, vous avez versé 450 millions et l'année dernière, 920 millions de dividendes. Non, il n'y a pas eu de dividendes d'Hydro-Québec depuis 89. Maintenant, il y a beaucoup peut-être de confusion. Hydro-Québec paye plusieurs centaines de millions, autour de 700 millions, en taxes de toutes sortes au gouvernement. Taxes sur le capital,
des frais de garantie de sa dette, un certain nombre de taxes municipales, un enlieu de taxes pour l'évaluation municipale sur son... Ça se fait que ça varie comme ça d'une année à l'autre. Il y a ça qui est très important comme contribution. D'autre part, puisque le gouvernement est actionnaire à 100% d'Hydro-Québec, même si Hydro-Québec ne paye pas de dividendes, n'est pas dans une situation financière pour en payer, parce qu'on a un rendement de seulement 3,3 alors qu'on autorise Gaz métropolitain un rendement de 12 il reste que comme le gouvernement est 100% actionnaire, évidemment, les profits d'Hydro-Québec sont consolidés dans la situation financière du gouvernement. Donc, on appelle ça dividende ou autrement. Vous avez versé 450 millions cette année, 920 l'année prochaine. Je suis certain que c'est plus que 450 millions. On verse des taxes, comme toutes les entreprises. Québec est une très grande entreprise au gouvernement. Je pense à l'ensemble des gouvernements québécois et municipaux pour au-delà de 700 millions par année. Alors, ça vous mènerait à combien si on vous accorde toutes les augmentations que vous demandez? Si on nous accorde les augmentations qu'on demande, on va avoir 99 millions de plus de revenus cette année et ça va porter notre taux de rendement de 3,3 à 3,9. Merci beaucoup, M. Grignon. Bienvenue. Voilà, M. Michel Grignon, vice-président exécutif à la commercialisation Hydro-Québec. Alors, je vous rappelle qu'on vous laisse le choix des trois sujets, l'incident chrétien, la course au leadership au Bloc québécois ou les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec. Alors, s'il vous plaît, on voudrait bien avoir de la place pour les trois sujets. Voilà. 790-0772 de l'extérieur de Montréal, 0514-790-0772. On commence avec M. Pajot à Saint-Jérôme. M. Pajot, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Au sujet d'Hydro-Québec. Oui. Vous voyez, le monsieur vient de parler, là. Il compare les tarifs du Québec avec ceux de l'Ontario ou de Toronto. Hein? Oui. Mais en Ontario, eux autres, ils ont choisi le nucléaire. Hein? Oui. Alors, qui paye pour? Nous autres, ça n'a pas été notre choix. Oui. Deuxièmement, si on veut faire des comparaisons, moi, je vais faire une comparaison avec l'Alberta, où 95% des gens se chauffent au gaz naturel. Oui. Et ça coûte 3 fois moins cher qu'ici, se chauffer. Oui. L'électricité, ça n'a pas été un bon deal, ça, pour se chauffer. C'est pas fait pour ça d'abord. Hydro-Québec n'a jamais reconnu ça. Hydro-Québec, c'est la cigale et la fourmi. Ils n'ont pas été prévoyants, ils ont été imprévoyants. C'est la mégalomanie. En 90-91, ils ont demandé 15 d'augmentation. Mme Bacon a dit 7,5 un an, 7,5 11. Ils ont eu leur 15 En 91, ça faisait donc 15 On a eu la PPS par-dessus ça, 8 ça fait 22 plus le 8 de la taxe québécoise, ça faisait 1,76 de plus. Donc, on se retrouvait avec 23,76 d'augmentation. On l'a toujours, on atteint toujours ça. Là. Alors, c'est jamais... On a dénoncé la dette il y a 4 ans de 33 milliards, là, ils sont rendus à 38, on dit. Alors, les clients résidentiels et agricoles payent à peu près 45 des revenus. On paye à peu près presque les coûts de la dette. C'est qui l'a fait la dette, hein? Et cette dette-là, malheureusement, c'est la dette du gouvernement, hein? Parce que le gouvernement... Monsieur Pajot, je vois que vous êtes un spécialiste là, de ces questions-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine justice à augmenter le tarif résidentiel si vraiment ça coûte plus cher et éventuellement Hydro sera obligé de reconnaître que ça coûte plus cher que ce qu'on dit? Bien, la justice, c'est qu'ils ont fait des tarifs spéciaux privilégiés à des grands consommateurs. Aux industries. Alors, écoutez... Mais aux industries, le raisonnement du gouvernement est simple. Hein? Aux industries, si on ne leur donne pas des tarifs préférentiels aux industries, ils ne s'installent pas et ils ne créent pas de jobs. C'est ça le raisonnement du gouvernement. Surtout dans l'aluminium, parce que c'est surtout de ça. Les industries de la métallurgie, de l'aluminium, du magnésium, ils sont dans le monde entier. Ils savent très bien que l'électricité hydraulique a des coûts fixes. C'est pas la même chose que des coûts qui viennent d'origine thermique ou nucléaire. Alors ça, ils savent planifier, puis ils s'en vont là. Alcan est partout dans le monde, mais elle est toujours sur de l'hydraulique. Moi, c'est pas de notre faute si aux États-Unis, les autres sont dans le thermique. Mais nous, on a l'hydraulique, c'est nos avantages. Et le Québec, quand on a dit qu'on était pour être maître chez nous, c'est les utilisateurs
on doit avoir une ristourne, comme en Alberta, qui paye 3 fois moins cher leur chauffeur. Voilà. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Pajot. On va voir si le gouvernement retient une partie de votre hypothèse ou s'il est mieux écouter Hydro-Québec complètement. Madame Lachance à Saint-Hubert. Madame Lachance, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est sur l'incident chrétien, finalement, Oui. que je voudrais vous entretenir. Je trouve que c'est un geste d'agressivité, finalement. Il s'en est pris physiquement à la personne de quelqu'un dont l'opinion était contraire à la sienne. Alors, je trouve ça absolument inadmissible et inquiétant de la part d'un chef d'État de faire ça. Il doit être celui qui garantit finalement les droits fondamentaux de la charte, c'est-à-dire la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de manifester. Et ça, je crois que le policier de la GRC vous l'a bien dit tout à l'heure, c'est une liberté qui existe. Alors, ce qu'on a vu, c'est M. Chrétien, finalement, s'en prendre à cette personne-là pour ses opinions, pour avoir manifesté. Alors, je trouve que ça fait ressortir la vraie nature du personnage, c'est-à-dire batailleur de rue, antidémocrate, et qui ne respecte pas les droits. Il n'admet pas les opinions contraires à la sienne, Ouais, et mais même l'incident du porte-voix vous l'indique encore plus clairement. Ouais. Alors, Les politiciens sont très saupolés des fois. Hein, et ils réagissent. Il y a de la bataille dans la politique, c'est Mais clair. quand on est le premier ministre d'un pays, je pense qu'une agression physique comme ça, monsieur, c'est absolument inadmissible. Est-ce que vous êtes tenté de faire une comparaison avec Lucien Bouchard et l'attitude qu'il a eue à Jonquière? Absolument pas. Non. Il n'y a absolument aucune comparaison. Moi, je pense qu'il y a une personne qui a été victime d'une agression physique, un autre s'est fait imposer le silence par M. Chrétien. Peut-être que le personnage commence à épuiser sa réserve de patience, de tolérance et de sens démocratique. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais là, je pense qu'elle est vraiment épuisée et qu'il devrait tout simplement, s'il n'est plus capable de faire face à la musique, démissionner. Merci, madame. Carrément. Merci, madame. Au revoir. Monsieur Bernard à Sainte-Foy. Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lacombe. On vous écoute? Oui, alors, pour revenir à l'incident d'hier concernant M. Trudeau, je pense que M. Chrétien, oui. Monsieur Chrétien, excusez. Oui. On parle tellement de lui de ce temps-ci que, bon, en fait, passons. Je pense que la personne précédente m'a enlevé un petit peu ce que je voulais dire, là. Bon. Mais tout simplement, moi, je pense que ça reflète très bien l'état d'âme des fédéralistes d'Ottawa à la suite du résultat référendaire. Vous avez eu des déclarations incendiaires de la part de deux ministres, et surtout d'un qui est actuellement à l'extérieur du pays. Et vous avez eu la soutenance de ces propos, même si c'était avoué de la part d'une bonne partie du cabinet chrétien. Alors, je crois que nonobstant l'état d'âme des manifestants qu'il pouvait y avoir là, je crois que le premier ministre a très bien reflété le portrait incendiaire. Le portrait incendiaire est très dangereux, à mon sens, de son cabinet, de son gouvernement, en très grande partie. Bon, merci, monsieur. Est-ce que je peux aller sur un autre sujet? Sur quoi? Sur l'Hydro-Québec. Oui, rapidement, monsieur. Oui, il y a beaucoup de monde. En fait, je pense que l'Hydro-Québec aurait peut-être à refaire ses devoirs avant d'imposer des hausses d'augmentation, des hausses tarifaires à la population québécoise. Et je m'explique. Faire ses devoirs, à savoir faire du dégraissage. Je pense que on assiste encore à de nombreux dégraissages dans l'industrie privée. Comment se fait-il que l'Hydro-Québec ne prend pas cette voie-là, n'emprunte pas cette voie-là pour justement diminuer ses frais fixes? Alors, voilà, M. Bernard, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bourgeois à Trois-Rivières. M. Bourgeois, bonjour. Bonjour, ça sera au sujet
jeune M. Chrétien. Oui. Moi, cet acte-là, je trouve que ça reflète bien l'intolérance des politiciens, tant canadiens que québécois. On a vu M. Bouchard cette semaine aussi s'adresser à un contre-partisan, si on peut dire. Puis M. Chrétien, aujourd'hui, je trouve que ça reflète bien les discours qui circulent ces temps-ci dans les bouches de nos politiciens. Puis je suis un peu tanné de ces genres de situations, de ce genre de situation. Alors, vous faites une comparaison entre les deux, vous? Oui, vraiment, là, ça n'a pas de sens. Les politiciens sont là pour nous représenter, puis ils nous montrent des manques de respect, d'immaturité, d'intolérance. Si la personne en question qui s'est fait agresser par M. Chrétien avait posé le même geste, là, qu'est-ce qui serait arrivé, vous pensez? Oui. S'il avait pris M. Chrétien au collet, puis il avait fait la même chose, là. Ben, il serait accusé de voie de fait. Bon, dans une démocratie populaire, il n'y a pas d'intouchable dans cette démocratie. Ça serait mon commentaire. Merci, monsieur. Bonjour. Monsieur Boudreau, à l'Assomption. Monsieur Boudreau, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Moi, mon opinion au sujet de l'incident de M. Chrétien, là. Oui. Moi, je serais généreux envers M. Chrétien. Je vais dire qu'il était très nerveux. Il a perdu les pédales. C'était son spectacle, son show là, du drapeau du Canada. Puis il a été dérangé dans son beau spectacle. On peut donner le bénéfice du doute en disant que, bon, un peu papa gâteux, là, il était en beau tabarnak, comme on dit au Québec. Hein? Mais ce qui m'a vraiment surpris, qui me dérange beaucoup ce matin, là, c'est les commentaires de Mme Copps, la vice-première ministre. Oui. Elle accuse les séparatistes, plus ou moins, d'être à l'origine de la violence de M. Chrétien, le fait qu'il se soit laissé emporter comme ça. Mmh. Son message semble dire au reste du Canada, puis au monde entier, ça fait le tour du monde, ça, c'est la vice-première ministre, là. Oui. On peut rudoyer les séparatistes, on peut les jeter par terre, on peut même leur tordre le cou parce que c'est des gens dangereux, ils sont violents. Leur option est dangereuse, leur option est violente. C'est ce qu'on commence à colporter de plus en plus maintenant. Parfois, on se dirait qu'on est encore en 70, dans le temps des mesures de guerre, dans le temps du FLQ. Alors que s'il y a quoi de plus démocratique au pays, c'est bien le mouvement indépendantiste. Moi, je trouve que ça rejoint, comme disent beaucoup de gens, là, ce qu'on entend de M. Orwin et M. Stéphane Dion par les temps qui courent, tu sais, ça va être un bain de sang si on continue, puis tout ça. C'est comme si on voulait créer la mauvaise conscience chez les Québécois, puis leur dire, hey, abandonnez votre option d'indépendance du Québec, là, vous êtes des gens violents avec ça. J'ai même entendu ça ce matin là, sur une autre ligne ouverte, là, que les gens disaient, c'est la faute des séparatistes, ils sont violents avec leur option, tu sais. Moi, je trouve ça très grave de la part de la vice-première ministre du Canada, puis des choses qui vont faire le tour. Alors, on a essayé de lui parler ce matin, mais elle n'était pas disponible, monsieur. C'est elle qui devrait démissionner, si quelqu'un doit démissionner dans tout ça, plus que M. Chrétien, je dirais. Merci beaucoup, M. Boudreau. Merci, bonjour. Merci. Un autre M. Boudreau, aux îles de la Madeleine, cette fois. M. Boudreau, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, nous, j'écoutais la personne de Hydro-Québec qui était là au début. Oui. Et puis, on mentionne que pour un litre de diesel qu'on utilise à la maison, ça prend 2 litres de carburant à la centrale. Oui. C'est selon moi, je travaille au service technique à la centrale aux îles de la Madeleine. Oui. Avec les chiffres à l'appui et l'équation mathématique qui va avec ça, c'est une fausseté que véhicule Hydro-Québec. Ah bon? Parce que si on tient compte, par exemple, que le rendement des machines qu'on possède, nous, qui avoisinent pratiquement les 45-50% versus les vieux diesels qui existaient avant à 30-35%, comparé la fournaise à 70%, on pourrait arriver à dire ces chiffres-là. Sauf que nous, à la centrale, on utilise des carburants lourds qu'on paye 18 cents le litre versus 36 cents à la maison. Donc, et puis, compte tenu de la densité, parce que ces carburants-là se vendent bien souvent à la tonne, si on peut dire, si on transfère en volume, on en arrive, nous, avec une simple équation mathématique, dans un service technique. Monsieur, êtes-vous un employé? Oui. On en arrive avec un coût pour la vente des kilowatts que l'hydro met sur le réseau à 3,91 cents. Et puis... Est-ce que vous êtes un employé de l'hydro, monsieur? Exactement. Et vous dites que vos patrons ne donnent pas les bons chiffres. Et puis, si je continue, pour le même kilowatt que je produis à la centrale, que je produirais à la maison, lui, il va me coûter 5,76 cents. Oui.
À partir de ça, des gens pourront dire, mais ça prend des immobilisations pour ces choses-là. Écoutez, l'émission s'achève. Je veux dire qu'on compte pas mal sur les députés, les élus en commission parlementaire pour nous éclairer sur tout ça, voir un peu les vrais chiffres et surtout que les gens sachent combien au total ils auront à payer de plus quand on leur dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts ni de taxes. Il faudrait qu'on fasse le calcul total de ce que ça coûte pour vivre. Je vous dirais, M. Lacombe, juste pour conclure, Oui. que ces chiffres-là, on les a apportés à nos dirigeants ces derniers jours et que le débat est déjà lancé à l'Hydro-Québec même. Bon, alors on verra. On va suivre ça, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Voilà, voilà, c'est fini. C'est la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne fin de semaine. À lundi. Alors que votre journée de travail s'achève, soyez tout de suite au courant des dernières nouvelles. Écoutez notre grand radio-journal de l'après-midi à compter de 17h, maritime 18h, du lundi au vendredi. En direct du Festival des voyageurs de Saint-Boniface au Manitoba, l'équipe des Affaires et la Vie tracera un portrait de l'économie des prairies. Samedi midi 13, maritime 13h13. Ici Gérard Gravel. Je vous invite à écouter Pousse parler, la tribune téléphonique de Radio-Canada, en ondes le samedi 17h04, heure de l'Est. Nous attendons vos appels.